Bonjour, chers étudiants. Je suis là devant vous pour vous présenter les corrigés des TD d'analyse économique du premier semestre. En effet, le programme va se dérouler comme suit. On va faire une présentation du TD numéro 1. Ensuite, la présentation du TD numéro 2. Et enfin, celle du TD numéro 3. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le TD numéro 1. Comme vous le savez, le chapitre 1 avait porté sur les différentes théories des écoles ou bien des courants de pensée de l'économie contemporaine. C'est pour cela que le TD numéro 1, on vous a fait pratiquement une petite synthèse de l'essentiel du chapitre. En vous demandant de comparer des thèses, comme par exemple la thèse mercantiliste et la thèse physiocrate, en vous demandant votre avis sur l'état gendarme et l'état providence, mais aussi sur la limitation des naissances de l'autre auteur. Maintenant, on va commencer par la question numéro 1. La question numéro 1, on vous avait demandé de comparer la thèse mercantiliste et la thèse physiocrate. Donc, cette comparaison peut se faire au niveau de leur conception de la richesse et aussi sur le rôle de l'État. Qu'est-ce que les mercantilistes disaient? Les mercantilistes disaient que la richesse provient de l'abondance des métaux précieux et que l'État devrait mener une politique protectionniste destinée à conserver et accroître la quantité de métaux précieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour les mercantilistes, la richesse d'un pays provient de la quantité de métaux précieux que possède ce pays et que l'État doit mener une politique pour conserver les quantités de métaux précieux. Si on vient aux physiocrates, les physiocrates, eux, contrairement aux mercantilistes, pensent que c'est seule la terre qui est créatrice de recherche. En d'autres termes, pour les physiocrates, c'est en cultivant la terre qu'on crée la recherche. Et ici, l'État aussi devrait laisser faire et laisser passer les individus et les produits. Donc, quand on fait un petit résumé, les mercantilistes, pour eux, la richesse des pays provient de la quantité de métaux précieux que possède ce pays et que l'État devrait mener une politique protectionniste, c'est-à-dire protéger ou bien conserver les quantités de métaux précieux qui sont dans le pays. Et contrairement aux mercantilistes, les physiocrates, eux, ils estiment que seule la terre est créatrice de richesse et que l'État, au lieu de protéger, doit laisser faire et laisser passer les produits et les individus. Après la thèse mercantiliste et physiocrate, la deuxième question, c'était d'expliquer la thèse de Malthus sur l'origine de la misère de son pays. Donc là aussi, je pense qu'on l'a bien traité dans le cours, parce que Malthus avait fait un constat. Quel était ce constat? Malthus avait constaté que les individus ou bien la population augmentait de façon exponentielle, c'est-à-dire que les naissances étaient multiples et que les subsistances de façon arithmétique, c'est-à-dire de façon linéaire. Donc Malthus, le constat qu'il a fait, il dit arrivé à un certain moment, il peut y avoir que les individus de sa population n'auraient plus quoi manger. Parce que la population augmentait de façon très potentielle, c'est-à-dire de façon élevée, la croissance était énorme, et que les subsistances de façon arithmétique. Donc pour Malthus, la proposition qu'il a faite, c'était pour éviter que des conséquences dramatiques, telles que la misère, parce que s'il y a beaucoup de personnes et il n'y a pas de subsistance, il y a la misère, il y a la famine. Donc qu'est-ce qu'il avait préconisé? Il avait préconisé la limitation du nombre de mariages. Il faut limiter les mariages, reculer aussi l'âge du mariage et aussi supprimer l'aide aux pauvres. La suppression du nombre de mariages, on le sait, c'est-à-dire pour limiter le nombre de naissances. Et la suppression de l'aide aux pauvres, pourquoi il l'a dit? Parce qu'il pense que si on continue à aider les pauvres, ils ne vont plus travailler. Ils seront là à se marier et à faire des enfants. Donc si on supprime l'aide aux pauvres, ça va inciter ces derniers à aller travailler et produire de la richesse. Donc en résumé, Malthus, sur l'origine de la misère de son pays, il savait que
la population augmentait de façon exponentielle et les subsistances de façon arithmétique. Donc pour lutter à cela, ou bien pour vaincre ce fléau, qu'est-ce qu'il préconisait? De limiter le nombre de mariages, reculer l'âge du mariage et enfin supprimer l'aide aux pauvres. Et la dernière question du TD numéro 1, c'était de voir l'état gendarme et l'état-providence s'ils sont deux termes synonymes, c'est-à-dire s'ils veulent dire la même chose. Donc là, avant de conclure, on doit savoir l'état gendarme, d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire. Aussi, le faire pour l'état-providence, d'où ça vient, est-ce que ça veut dire. Et enfin, conclure pour voir si ces deux termes sont-ils synonymes. État gendarme. L'état gendarme, c'est une expression des économistes classiques. Et quand on parle d'économistes classiques, comme vous l'avez vu dans le cours, Adam Smith, Ricardo, Jean-Baptiste. Donc pour eux, l'État n'a pas le droit à intervenir dans l'activité économique. L'État, tout ce qu'il doit faire, c'est de s'occuper de la fourniture des services collectifs et veiller au respect des règles de la concurrence. Et dans chaque situation, chaque individu poursuit l'intérêt individuel et l'économie va tendre vers un équilibre de plein emploi. J'explique un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ces économistes classiques, l'État ne doit pas intervenir dans l'activité économique. C'est-à-dire, l'État ne doit pas prendre des fonds injectés dans l'activité économique. L'État ne doit pas venir en aide des entreprises ou bien des sociétés. L'État, tout ce qu'il doit faire, c'est le rôle de gendarme, c'est-à-dire surveiller les règles de la concurrence pour que tout se passe très bien. C'est ça l'État gendarme. Et l'État-providence, qu'est-ce que ça veut dire? Contrairement, cette fois-ci, à l'État gendarme, l'État-providence, c'est-à-dire que l'État doit intervenir dans l'activité économique pour relancer l'économie en cas de crise, de sous-emploi ou bien de récession. Et pour cela, il doit mener une politique budgétaire, c'est-à-dire augmenter l'investissement ou bien diminuer la fiscalité ou bien l'impôt. Donc, en résumé, on peut dire que l'État gendarme et l'État-providence ne sont pas des termes synonymes, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire la même chose. L'État gendarme, l'État ne doit pas intervenir dans l'activité économique. L'État, ce qu'il doit faire là-bas, c'est justement regarder que les règles de la concurrence se passent très bien. Et l'État-providence, contrairement à l'État gendarme, l'État doit intervenir dans l'activité économique, soit mener des politiques budgétaires en augmentant l'investissement, ou bien en diminuant les impôts, ou bien jouer sur sa fiscalité. Donc, en définitive, c'était ça l'objet du TD1. On va passer après dans les TD2 et 3. Je vous remercie. Le TD2, je pense qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Parce que là, ce qu'on vous avait demandé, c'est juste de calculer les PIB nominal, les PIB réels, en tenant ou bien en prenant comme année de base, des fois l'année 2011, des fois l'année 2012, de calculer les déflateurs, de calculer le taux d'inflation à partir des déflateurs et pouvoir conclure en regardant des taux d'inflation, quel est le taux que l'État doit prendre, le taux d'inflation le plus bon. Je pense qu'en résumé, c'est ça l'objectif du TD numéro 2. Et je pense ici, ce que je vous suggère, c'est de bien maîtriser les formules. À chaque fois, on vous donne les formules. Comment calculer le PIB d'une année T, comment calculer le taux d'inflation, comment calculer le taux ou bien même le déflateur, comment calculer les taux de croissance. Là, ce sont des formules que vous devez parceriser. Maintenant, à chaque fois, on vous donne toutes les données nécessaires. Maintenant, c'est à vous, à partir des formules, de faire l'application numérique et de trouver vos résultats. Donc, sans plus tarder, la question numéro 1, c'était quoi? C'était le PIB nominal en 2011 et 2012. On nous demande aussi le taux de croissance. Maintenant, pour calculer le PIB nominal en 2011 ainsi qu'en 2012, on utilise seulement la relation. Et c'était quoi la relation? Bon, comme vous l'avez vu dans la projection, PIBT égale la somme I à la de 1 à N des PIT fois QIT. Avec PIT, le prix, et QIT, la quantité. Là, on voit que, regardez bien, sur la somme, on vous dit I à la de 1 à N. Là, c'est le nombre de biens qu'on a. À chaque fois, c'est bien précis au niveau du tableau. Comme là, on a 1 à 3 biens. Donc, le PIB en valeur nominale, c'est-à-dire en constant.
Regardez bien, en 2011, quand on fait somme de PIT fois QUT, qu'est-ce qu'on trouve? 21 004. Je pense que là, même dans les TD, beaucoup d'entre vous l'ont trouvé, il n'y a pas de difficulté. Le PIB nominal en 2012 aussi, on applique la formule et on trouve 40 000. Maintenant, le taux de croissance du PIB. Là, peut-être que, bon, beaucoup de gens m'ont posé la question, beaucoup d'étudiants m'ont posé la question, mais là, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale, c'est-à-dire finale moins initiale sur initiale. Bon, comme on veut trouver le résultat en pourcentage, on multiplie par 100. Ça nous donne 90%. OK. Maintenant, cette fois-ci, la deuxième question, c'est un peu différent de la première, parce que là, on nous demande de prendre 2011 comme année de base. Et on nous demande le PIB réel en 2011 et 2012. Donc, cette fois-ci, vous allez voir la différence. Quand on nous demande de prendre 2011 comme année de base, il y a un constant qu'on va faire, et je vais vous le dire tout à l'heure. Donc, ici, ça ne change pas. PIB réel, c'est toujours égal à somme I allant de 1 à n de PIT fois QUT, avec P qui représente le prix de l'année de base et Q, c'est-à-dire la quantité. Donc, quand on calcule le PIB réel en 2011, n'oubliez pas qu'ici, 2011 est pris comme année de base. On applique la formule et on trouve 21 004. Et ce que je vous disais tout à l'heure, regardez bien. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le PIB réel est égal au PIB nominal. Et ça, le pourquoi? Parce que 2011 a été pris comme année de base. Donc, à chaque fois qu'une année est prise comme année de base, on constate que le PIB réel correspond toujours au PIB nominal. OK. Là, on calcule le PIB réel en 2012. Donc, PIB réel en 2012, on applique la formule et on trouve 25 006. Taux de croissance aussi, c'est la même chose. Finale moins initiale sur initiale. Et on trouve 19%. Là, c'est la même question, mais cette fois-ci, on nous demande de prendre 2012 comme année de base. On va faire une remarque. N'oubliez pas, la deuxième question, on avait pris 2011 comme année de base. Cette fois-ci, on prend 2012 comme année de base. Qu'est-ce qu'on a? Quand on prend 2012 comme année de base, on utilise le même raisonnement. Le PIB en 2011, c'est somme des I allant de 1 à n de PIT fois QUT, avec P le prix et Q les quantités. Qu'est-ce qu'on trouve ici? 53 530 004. Maintenant, on nous demande le PIB réel en 2012. Mais là, il ne faut pas oublier que c'est 2012 qui est pris comme année de base. Donc, le PIB réel sera égal à 40 000. Là aussi, on fait le même constat, c'est-à-dire que quand on prend 2012 comme année de base, le PIB réel est égal au PIB nominal. Et enfin, on nous demande le taux de croissance du PIB réel. Et ce taux, comme je vous l'avais dit, à chaque fois, c'est final moins initial sur 100. Mais là, qu'est-ce qu'on constate? Que le PIB final est inférieur au PIB initial. C'est pour cela que nous avons un taux de croissance qui est négatif. Donc, lors des séances de TD, des fois, on voit des étudiants demander ou bien même poser des questions. Est-ce qu'on peut avoir des taux de croissance négatifs? Donc, je pense que ce cas-là, nous le montrons. On peut avoir des taux de croissance négatifs. Et donc, ici, on nous demande qu'est-ce qu'on peut en déduire. Ce qu'on déduit pratiquement, je l'ai dit, en utilisant l'année 2012 comme année de base. Qu'est-ce qu'on voit? Celle-ci se réfère à l'année 2011. Donc, l'année de base affecte le taux de variation du produit. Donc, quand on prend une année comme année de base, ça affecte toujours le taux de variation du produit. Pourquoi? Parce que quand 2011 est pris comme année de base, on constate que le PIB nominal est égal au PIB réel. Ou bien, quand on prend 2011 aussi comme année de base, le PIB nominal de 2011 est aussi égal au PIB réel. Donc, quand on prend une année comme année de base, ça affecte sur la variation du produit. Donc, on va attaquer directement l'exercice 2, parce que c'est une suite, parce que même l'exercice 2 dépend de l'exercice 1. Parce que dans le libellé, on nous a dit, on prend les données de l'exercice 1. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande que les prix de 2011, comme année de base pour calculer le PIB réel en 2011-2012, de calculer le déflateur du PIB pour 2011 et 2012 et le taux d'inflation de 2011 à 2012. Donc là, pour ce faire, on va calculer les déflateurs. Pour le calculer les déflateurs aussi, je pense qu'il faut appliquer les formules qu'on vous a données. Là, qu'est-ce qu'on a? I de T, I, c'est-à-dire comme déflateur, égale à PIB nominal sur PIB réel fois 100. Je pense que là aussi, il n'y a aucune difficulté.
Le déflateur, c'est le PIB réel, PIB nominal, divisé par le PIB réel que vous multipliez par 100. Ce que vous faites, c'est appliquer. Donc là, en 2011, on vous demande de calculer le déflateur. Qu'est-ce que vous faites? Prenez le PIB nominal divisé par le PIB réel fois 100. Mais là, quand on avait pris 2011 comme année de base, on vous a dit que le PIB réel était égal au PIB nominal. Donc, PIB réel, 21,04. PIB nominal, 21,04. On fait le rapport PIB nominal sur PIB réel fois 100. 21,04 sur 21,04 fois 100. On trouve 100%. Parce que le PIB réel est égal au PIB nominal. Le changement qu'on aura, c'est au niveau de 2012. Parce que 2012, PIB nominal était différent du PIB réel. Donc, PIB nominal en 2012, c'était 40 000. PIB nominal, 25 006. On multiplie par 100. Ça fait un taux de 159,96%. Et quand on dit de calculer le taux d'inflation, c'est la même chose. Déflateur final moins déflateur initial sur déflateur initial. Qu'est-ce qu'on trouve? 59,96%. Même chose. Quand on prend cette fois-ci 2011 comme année de base. Quand on prend 2011 comme année de base, qu'est-ce qu'on constate? Que le PIB réel est égal au PIB nominal. Et on calcule. Pour 2011, PIB réel égale PIB nominal. Qu'est-ce qu'on a? 40 000 sur 40 000 fois 100 égale à 100%. Pour 2011, qu'est-ce qu'on a? 21,04 divisé par 530,04 fois 100, 3,96. Et pour calculer le taux d'inflation, final moins initial sur initial, ça fait 24,55. Vous voulez aussi arrondir à 25% si vous voulez. Maintenant, on nous demande la dernière question. Pourquoi les taux d'inflation sont-ils différents? Eh bien, lequel est le bon? Justifiez votre réponse. Donc là, je pense que aussi, ce n'est pas difficile. Les taux d'inflation sont différents. Le pourquoi? Parce que ça dépend des années qu'on a pris comme année de base en revenu. Et lequel est bon? Quand on a deux taux d'inflation, quand on sait que l'inflation, c'est une augmentation générale du niveau des prix. C'est ça l'inflation, quand les prix augmentent. Maintenant, quand on a deux taux d'exploitation et on demande lequel choisir, on ne prend pas un taux élevé, on prend chaque fois le taux qui est le plus petit. Parce que quand les prix augmentent, ça ne va pas favoriser la croissance économique et que les gens n'auront pas le bien-être. Donc, ce qui est bon, c'est de prendre le taux d'inflation qui est le plus petit. Et quand on vous demande de justifier votre réponse, c'est ça. Quand on sait que l'inflation, c'est le niveau général ou bien l'augmentation, ou bien la croissance généralisée du niveau des prix, n'est-ce pas? Et quand on choisit entre deux taux, on choisit le taux le plus faible.